un coup de gueule contre l'incapacité des pouvoirs publics à prendre à bras le corps le problème général de la toxicomanie et des drogues en général, comme s'ils étaient un tabou en France, avec cette actualité récente, toute récente d'il y a 2 jours, où on avait, je dirais pas enfermé, mais dirigé des toxicomanes, et je vais bien sûr parler du crack à Paris, du phénomène du crack. On avait dirigé des centaines de craqueurs dans un jardin, le fameux jardin d'Éole, et décision incompréhensible et totalement irresponsable de la part d'Anne Hidalgo, on sort ces craqueurs dans la rue sans aucune solution. Rapidement, en une minute, rappeler le crack, parce que les gens forcément ne savent pas ce que c'est. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, c'est une drogue qui est pas chère, on dit d'ailleurs que c'est la drogue du pauvre, c'est une drogue qui est apparue dans les années 80, elle est très très addictive, et alors, elle peut rendre très très violent quand on n'a pas sa dose, et c'est une drogue qui s'inhale ou qui s'injecte. Bon, elle est apparue dans les années 80 à Paris, et très vite, elle s'est concentrée sur ce qu'on a appelé la colline du crack, qui était un terrain vague entre 2 bretelles de la périphérie. Bon, et cette colline du crack, il y avait des centaines et des centaines et des centaines, jour et nuit, et il y avait un vrai village du crack, comme il y a eu à une époque aussi à Zurich, dans des parcs, ou à Berlin, dans les parcs pour l'héroïne, etc. Bon, cette colline du crack, et c'est là d'où vient le problème, cette colline du crack a plusieurs fois, 10 fois, 15 fois, été évacuée, sans d'ailleurs à chaque fois proposer une politique de substitution, une politique de prise en charge de ces toxicomanes. La dernière fois, on a fermé ce parc Éole, c'était en 2019, et là, on a proposer aucune solution à ces toxicomanes qui, pendant des mois, et ça a duré d'ailleurs notamment pendant le confinement, se sont éparpillés dans 3 arrondissements de l'Est parisien, 18, 19 et 10e, à tel point que quand on allait pendant le confinement, et j'y suis allé me balader quelques fois, on ne voyait que les dealers et que les toxicomanes dans les rues errer. Voilà. Donc après, ils se sont concentrés sur l'espace Stalingrad, dans le 19e, un espace qui, de toute façon, a toujours été dans toute l'histoire un lieu un peu de trafic, de hashish, de cocaïne, etc. Il n'y a pas d'action. Ils se sont rencontrés, et là, il y en avait tellement que les habitants du 19e, on se souvenait, tapaient sur des casseroles, etc. Et la décision commune, je le dis bien, d'Anne Hidalgo et de la préfecture, c'était pendant 1 mois de les diriger dans un parc. Alors là, ça a été le gros scandale, les habitants n'ont pas compris, ils n'avaient pas été prévenus au départ. C'est une gestion mais c'est là le problème, c'est-à-dire que pendant 1 mois, tout le monde, moi je suis en contact avec toutes les associations Stop au crack, parce que c'est vraiment, je vais attaquer Anne Hidalgo la semaine prochaine au Conseil des Paris sur ce sujet avec Rachida Dati, et on va taper très fort. Ok, le jardin d'Éole, pourquoi pas. Bon, et même les habitants que j'avais souvent au téléphone et que je voyais, on nous a dit, bon ok, on veut bien faire l'effort pendant 1 mois. Mais donc pendant 1 mois, vous travaillez avec la préfecture, Anne Hidalgo doit travailler pour essayer de trouver un autre lieu de substitution, ou en tout cas une prise en charge. Tout le monde s'attendait à ça, on avait la date du 30 juin. Et là, on apprend, en sortant, qu'il n'y a rien du tout, et que donc les dealers et les craqueurs se retrouvent à nouveau dans la rue. Et Anne Hidalgo promet à la rentrée, éventuellement, une prise en charge thérapeutique, parce qu'elle est en train de construire au niveau de l'Île-de-France tout un plan de prise en charge. Et donc là, pendant 2 mois, les dealers, les craqueurs, et moi j'y étais encore il y a 2 jours, alors il y en a 150. Ça va être l'heure du journal, donc on pourra réagir sur ce sujet dans un instant avec vous. Etc. Mais monsieur, on sait très bien que pour lutter aujourd'hui contre les variants, on sait très bien que les variants mutent, plus ils circulent, et qu'il faut arriver le plus proche possible de l'immunité collective. L'immunité collective, elle est entre 70 et 80%. Aujourd'hui, en gros, 50% des Français sont vaccinés. Et il y a les 25% les plus réticents qu'il faut aujourd'hui convaincre. Si le personnel médical ne se vaccine pas, quel message donne-t-on à tous les autres Français qui ne veulent pas se faire vacciner, monsieur? Vous êtes responsable, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous avez fait des études pour... L'acceptabilité sociale est voisine de 0. Absolument. Donc, et Régis, on va arriver dans ce cas-là à créer une société avec 2 Français, ceux qui seront vaccinés, qui auront accès au restaurant, au cinéma, au concert, et ceux qui ne sont pas vaccinés, qui vont être mis au bord de la société, et ça c'est pas bon
pour la cohésion mais absolument. Est-ce qu'une des solutions, je discutais hier soir sur ce sujet avec une sénatrice, une amie, Sonia de la Provoté, pour ne pas la nommer, qui est médecin d'ailleurs, et on se posait la question, pourquoi on ne ferait pas un référendum en France sur cette question, vaccination obligatoire ou pas vaccination obligatoire, sur le principe d'un projet de loi, qu'on va arriver à une statistique, par exemple en France, où on va dire que la race blanche est la première race, mais on va en conclure la suprématie de la race blanche en France. Mais on tombe sur la tête, non. Attendez, statistiques Nicolas, sur les communautés. Sur les communautés. Attendez, Nicolas, je vous signale que on les a déjà. L'INSEE sous le contrôle de la CNIL, on les a déjà. Sous le contrôle de la CNIL, oui. Bien sûr, sous le contrôle de la CNIL. Nous, on les a déjà. Mais si on ne peut pas les exploiter. Non, mais on le sait très bien. On les utilise. Même dans les villes, on les utilise. On sait que dans tel quartier, il y a une communauté maghrébine plus importante. On sait que dans tel quartier, il y a une communauté russe ou tchétchène plus importante. Et d'ailleurs, nous, les élus, ça nous aide, puisque justement, dans des demandes de logement, on essaie justement de casser ces communautés pour pas qu'elles restent entre elles. Mais publier des statistiques ethniques, c'est un repli sur soi-même et c'est un repli communautaire. Mais c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Alors, il faut surtout l'éviter.